Musique. Tiens. Ah, c'est nouveau, je peux mettre de la musique. Remarque, pourquoi pas pour la lecture. Jazz. Calme. Je sais pas si ça peut être bien que je mette de la musique pour la lecture. Si je mets moins fort. Allez, je vais mettre un son très faible. Alors, bienvenue sur le live. On va poursuivre la lecture de Claudius Bombarnac, roman de Jules Verne, que j'ai commencé hier. Hier, on a lu les 3 premiers chapitres. Donc, un petit rappel de ce qui s'est passé. C'est un reporter français qui était en voyage pour le travail en Géorgie. Et le journal pour lequel il travaille lui a demandé d'aller en Chine, à Pékin, pour faire un reportage. Bonjour, Célio Barra. Alors on y va, chapitre 4. Je me défie habituellement des impressions en voyage. Ces impressions sont subjectives. Un mot que j'emploie parce qu'il est à la mode, bien que je n'ai jamais bien su ce qu'il veut dire. Un homme gai verra gaiement les choses. Un homme triste les verra tristement. Démocrite aurait trouvé aux rives du Jourdain et aux grèves de la mer Morte un aspect enchanteur. Héraclite aurait trouvé maussades les sites de la baie de Naples et les plages du Bosphore. Moi, j'ai un heureux naturel. Que l'on me pardonne si je fais un abus de l'égotisme dans ce récit, car il est rare que la personnalité d'un auteur ne se mêle pas à ce qu'il raconte. Voir Hugo, Dumas, Lamartine et tant d'autres. Shakespeare est une exception, et je ne suis pas Shakespeare, pas plus d'ailleurs que je ne suis Lamartine, Dumas ou Hugo. Donc là, c'est le reporter journaliste qui va en Chine, et là, il vient de prendre le paquebot pour traverser la mer Caspienne. Salut tout le monde, tâche Zora. Cependant, si ennemi que je sois des doctrines de Schopenhauer et de Léopardi, j'avouerai que les rives de la Caspienne m'ont paru mornes et attristantes. Aucune animation sur le littoral, ni végétation, ni oiseaux. On ne se sent pas devant une grande mer. Et pourtant, si la Caspienne n'est, au vrai, qu'un lac déprimé à 26 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, ce lac est souvent troublé par de violentes tempêtes. Un navire n'y a pas de fuite, comme disent les marins. Qu'est-ce qu'une centaine de lieues en largeur? On est vite à la côte vers l'ouest ou vers l'est, et les ports de refuge ne sont nombreux, ni dans la direction de l'Asie, ni dans la direction de l'Europe. Beau, salut Amine, salut à moi Purple. Une centaine de passagers sont à bord de l'Astara, un grand nombre de ces Caucasiens qui commercent avec le Turkestan et qui ne nous accompagneront pas jusqu'aux provinces orientales du Céleste Empire. Depuis quelques années déjà, le Transcaspien fonctionne entre Uzun-Ada et la frontière chinoise. Rien qu'entre ce port et Samarcande, on ne compte pas moins de 63 stations. C'est donc sur cette partie du parcours que le train doit déposer le plus de voyageurs. De cela, je n'ai point à m'inquiéter, et je ne perdrai pas mon temps à étudier leur personne. Supposez que l'un d'eux soit intéressant. Je le travaille, je le pioche jusqu'à son état d'âme, et puis il me laisse au bon moment. Il prend le train, mais je croyais qu'il était dans le bateau au dernier chapitre. Salut Amine, salut Youssou, salut Léo, qui était déjà là hier. Salut Zora. J'ai raté le début du livre, malheureusement. Ouais, c'est pas grave, je fais des résumés de temps en temps. Et mes lives sont sur ma chaîne YouTube, si tu veux rattraper. Quelle belle collection, j'adore vraiment. De quelle collection parles-tu? Ah, tu parles de la collection de ce livre? Ouais, ce sont des beaux livres. Et Jules Verne, c'est super. Bonjour, bonjour. Toujours la hauteur, merci Amine.
Supposez que l'un d'eux soit intéressant. Je le travaille, je le pioche, jusqu'à son état d'âme, et puis il me laisse au bon moment. Non, toute mon attention, je la réserve pour ceux qui feront le voyage entier. J'ai déjà Fulk et Frinel, et peut-être cette charmante Anglaise qui me paraît être à destination de Pékin. Je rencontrerai d'autres compagnons de route à Uzunada. En ce qui concerne le couple français, rien encore. Mais la traversée de la Caspienne ne s'achèvera pas sans que je sache à quoi m'en tenir à leur égard. Il y a aussi ces deux Chinois qui retournent évidemment dans leur Chine. Si je connaissais seulement 100 mots du Kwanhua, qui est la langue parlée du Céleste Empire, peut-être pourrais-je tirer parti de ces curieuses figures de paravent. En réalité, ce qu'il me faudrait, ce serait un personnage affublé de sa légende, quelque héros mystérieux qui voyagerait incognito, grand seigneur ou bandit. Enfin, n'oublions pas notre double rôle de reporter pour les faits, d'interviewer pour les gens. De reporter pour les faits, d'intervieweur pour les gens. Qui fait bon choix à bonne chance. Oui, parce que notre héros, Claudius Bombarnac, est reporter et intervieweur. Et donc, il veut profiter de son voyage jusqu'en Chine pour interviewer les gens qui font voyage avec lui. L'Algérie me salue, merci. Ilstrin 21. Salut Oran. J'aime beaucoup ce que vous faites, merci. Je suis descendu par l'escalier du Roufle dans les salons de l'arrière. On n'y trouverait pas une place libre. Les cabines sont déjà occupées par les passagers et les passagères qui redoutent le tangage et le roulis. Couchés dès leur arrivée à bord, ils ne se lèveront qu'au moment où le bateau accostera les quais d'Uzun-Ada. Faute de cabine, d'autres voyageurs se sont installés sur les divans, encombrés de petits colis, et d'où ils ne bougeront plus. Allez donc chercher un monsieur romanesque au milieu de ces endormis, menacés du mal de mer. Quant à moi, c'est sur le pont que j'ai l'intention de passer la nuit, et je remonte par le capot. L'Américain est là, achevant de remettre sa caisse en état. Donc je rappelle ce qui s'est passé dans le dernier chapitre. Il a rencontré un Américain sur le voyage, et cet Américain transporte 42 caisses remplies de fausses dents. Les fausses dents qu'il a l'intention de vendre. Je suis prof de français, oui. Merci Léo pour Vivnamamouni. Je suis officier de police judiciaire. Vous m'avez bluffé avec la conjugaison de chlore. Eh ouais, conjugaison incomplète. On trouve la conjugaison complète dans certains dictionnaires, mais c'est faux. Peut-être qu'un jour, elle sera complétée. Croyez-vous, s'écrie-t-il, croyez-vous qu'il m'a demandé un pourboire, cet ivrogne de moujik? J'espère que vous n'avez rien perdu, monsieur Efrinel, ai-je répliqué. Non, par bonheur. Puis-je savoir combien vous importez de dents en Chine dans ces caisses? 1800 000, sans compter les dents de sagesse. 1800 000, c'est pas très français comme chiffre. 1800 000. Je sais même pas comment le traduire en vrai français. 1800 000. Je sais pas. Salut Abou. Et Fulk et Frinel se mettent à rire de cette plaisanterie qu'il a dû maintes fois semer sur sa route. Je le quitte et j'atteins la passerelle entre les deux tambours. Ciel assez beau avec un vent de nord qui menace de fraîchir. Au large, de longues risées verdâtres courant à la surface de la mer. Il est possible que la nuit soit plus dure qu'on ne le supposait. À l'avant du paquebot, nombreux passagers, turcomènes en guenilles, kirghizes aux yeux bridés, moujiks en tenue d'émigrants, de pauvres diables, enfin, étendus sur les dromes, contre les parois, le long des prélats. Ils fument presque tous ou grignotent les provisions qu'ils ont emportées pour la traversée. Les autres cherchent déjà dans le sommeil à réparer leur fatigue, peut-être même à tromper leur faim.
1800 000, ouais, ça doit être une vieille façon de dire les chiffres à l'époque de Jules Verne. Est-ce que ça veut dire 180 000 ou 1 800 000, je sais pas. 1800 000, mais ouais, c'est bien écrit comme ça. Salut Magie Noire, qui était déjà là hier. Oui, il n'y a pas de S à 1000, jamais. L'idée me vient de faire les 100 pas au milieu de ces groupes. Je suis comme un chasseur qui bat les broussailles avant de se mettre à l'affût. Me voici devant le tas des colis, sur lesquels je jette un véritable regard de douanier. Une caisse assez grande en bois blanc, sur laquelle retombe un pan du prélat, attire mon attention. Elle mesure en hauteur 1,80 m sur 1 m de largeur et de profondeur. On l'a placée en cet endroit avec le soin qu'exigent ces mots écrits en russe sur ses montants. Glace, fragile, craint l'humidité. Et ces indications haut, bas, qui ont été respectées. Puis une adresse ainsi libellée. Mademoiselle Zinka Klork, avenue Chakwa, Pékin, province de Petchili, Chine. Cette Zinka Klork, son nom l'indique, doit être une Roumaine. Elle profite de ce train direct du courant transasiatique pour se faire expédier des glaces. Est-ce que cet article manque au magasin de l'Empire du Milieu? Comment font alors les belles célestes pour admirer leurs yeux fendus en amande et l'édifice de leur chevelure? La cloche retentit et annonce le dîner de 6 heures. Le dining room est à l'avant. J'y descends et trouve la table déjà garnie d'une quarantaine de convives. Fulk et Frinel s'est installé à peu près au centre du salon. Une place étant libre près de lui, il me fait signe de venir l'occuper, et je me hâte d'aller en prendre possession. Est-ce hasard pur? Je ne sais, mais la voyageuse anglaise est assise à la gauche de Fulk et Frinel, qui s'entretient avec elle et croit devoir me la présenter. Miss Horatia Bluette, dit-il. En face, j'aperçois le couple français, lequel étudie consciencieusement la carte du dîner. À l'autre bout de la table, du côté de l'office d'où viennent les plats, ce qui lui permettra de se servir le premier, se carre le voyageur allemand. Un homme fortement constitué, face rougeaude, cheveux blonds, barbe roussâtre, mains empotées, nez très long, qui fait songer à l'appareil proboscidien des plantigrades. Il a cet air sui generis des officiers de Landsturm, que menace une obésité précoce. Il n'est pas en retard cette fois, dis-je à Fulk et Frinel. L'heure du dîner ne se manque jamais dans l'Empire germanique, me répond l'Américain. Savez-vous comment il se nomme, cet Allemand? Le baron Weschnisterdorfer. Et avec ce nom-là, il va jusqu'à Pékin? Jusqu'à Pékin, comme ce major russe qui a pris place auprès du capitaine de l'Astar. Salut Baptiste, amateur de train. Merci pour la rose, Manal Ménal. Mais tu en as déjà envoyé une hier, toi? Merci beaucoup. Rien trouvé sur 1800 000. Peut-être 118 000, ouais, c'est possible que ce soit ça. Je regarde le personnage en question, âgé d'une cinquantaine d'années. Type moscovite, barbe et cheveux grisonnants, physionomie avenante. Je sais, le russe, il doit savoir le français. Peut-être est-ce le compagnon de voyage que je rêve. Mais vous dites que c'est un major, monsieur Efrinel? Oui, un médecin de l'armée russe, et on l'appelle le major Noltitz. Décidément, l'Américain est plus avancé que moi, et pourtant il ne fait pas métier de reporter. Le roulis n'étant pas encore très sensible, chacun mange à l'aise. Fulk et Frinel s'entretient avec Miss Horatia, et je comprends qu'il y ait eu rapprochement entre ces deux natures si parfaitement anglo-saxonnes. En effet, l'un est courtier en dents, et l'autre est courtière en cheveux. Miss Horatia Bluette représente une importante maison de Londres, la maison Holmes-Holm, à laquelle le Céleste Empire expédie annuellement pour 2 millions de chevelures féminines. Elle va à Pékin, au compte de ladite maison, fonder un comptoir où se concentreront les produits récoltés sur les sujettes.
et sans doute aussi sur les sujets du Fils du ciel. L'affaire se présente dans des conditions d'autant plus favorables que la société secrète du lotus bleu pousse à la suppression de la natte, emblème de l'asservissement des Chinois aux Tartares mandchous. Alors ça c'est rigolo parce que sur le même voyage en bateau, il a rencontré un vendeur de dents et une vendeuse de cheveux. Baptiste, c'est trop bien les trains. Il y a des trains dans ce livre en plus. Allons, pensai-je, si la Chine envoie ses cheveux à l'Angleterre, l'Amérique lui envoie ses dents. C'est un échange de bons procédés, et tout est pour le mieux. Nous sommes à table depuis un quart d'heure. Il n'est survenu aucun incident. Le voyageur à figure glabre et sa blonde compagne semblent nous écouter quand nous causons en français. Ils manifestent un plaisir évident et un désir déjà visible de se mêler à notre conversation. Je ne me suis donc pas trompé, ce sont des compatriotes, mais de quelle catégorie? En ce moment, voici que la bande de l'Astara s'accentue. Les assiettes frémissent entre les chevilles de la table, les couverts glissent en cliquetant, les verres épanchent en partie leur contenu. Les lampes de suspension s'écartent de la verticale, ou plutôt, ce sont nos sièges, c'est la table qui obéissent aux caprices du roulis. Curieux effet à observer, lorsqu'on a le cœur assez marin pour n'en point souffrir. Voilà le bateau qui se met à tanguer. Oui, Tintin le lotus bleu. Eh, me dit l'Américain, voilà cette excellente Caspienne qui commence à secouer ses puces. Êtes-vous sujet au mal de mer lui demandai-je. Moi, me dit-il, pas plus qu'un marsouin. Et vous, Miss, ajouta-t-il en s'adressant à sa voisine, vous n'êtes jamais malade? Jamais, répond Miss Horatia Blouette. De l'autre côté de la table, le couple échange quelques paroles en français. Tu n'es pas indisposée, Madame Caterna? Non, Adolphe, pas encore. Mais si cela continue, j'avoue que... Eh bien, Caroline, il faudra remonter sur le pont. Le vent a halé l'est d'un quart, et l'Astara ne tardera pas à mettre le nez dans la plume. Cette manière de s'exprimer indique que M. Caterna, puisque tel est son nom, est marin, ou a dû l'être. Cela explique le roulement de ses hanches quand il marche. Le tangage est maintenant très dur. La plupart des convives ne peuvent le supporter. Passagers, passagères, au nombre d'une trentaine, ont quitté la table, afin d'aller respirer sur le pont. J'espère que le grand air les remettra. Nous ne sommes plus qu'une dizaine dans le dining room, en comprenant le capitaine, avec lequel le major Nolted s'entretient tranquillement. Fulk et Frinel et Miss Bluette me paraissent très habitués à ces incidents inévitables de la navigation. Le baron allemand boit et mange comme s'il était attablé dans une brasserie de Munich ou de Francfort. Tenant son couteau de la main droite, sa fourchette de la main gauche, faisant des petits tas de viande qu'il sale, poivre, enduit de sauce et introduit sous sa lèvre, poilue, avec l'extrémité de son couteau. Fi, quelle façon teutonne! Quoi qu'il en soit, il tient bon, et ce ne sont ni les balancements du roulis, ni les secousses du tangage qui lui feront perdre une bouchée ou une gorgée du menu. Salut la Moselle! Un peu plus loin sont placés les deux célestes que j'observe curieusement. L'un est un jeune homme d'allure distinguée, 25 ans environ, charmante physionomie malgré son teint jaune et ses yeux bridés. C'est un peu raciste ça. Quelques années passées en Europe sans doute ont certainement européanisé ses manières et même son costume. Sa moustache est fine, son œil est spirituel, sa coiffure est plus française que chinoise. Il me paraît être un aimable garçon d'un caractère gai et qui ne doit pas monter souvent à la tour des regrets pour employer une métaphore de son pays. Son compagnon, au contraire, dont il a parfaitement l'air de se moquer d'ailleurs, est le vrai type du magot de porcelaine à tête mobile. 50 à 55 ans. La figure chafouine, le haut de l'occiput à demi rasé. La natte sur le dos, le vêtement traditionnel, robe, veste, ceinture, pantalon bouffant et babouche multicolore. Une potiche de la famille verte. Lui, par exemple, il ne peut résister, et après un fort coup de tangage accompagné d'un long bruissement de vaisselle, il se lève et disparaît par l'escalier du roufle. Le jeune Céleste de crier «
en lui tendant un petit volume qu'il a laissé sur la table. Cornaro, Cornaro. Que vient faire ce mot italien dans une bouche orientale? Est-ce que ce chinois parle la langue de Boccace? Le XXe siècle a le droit de le savoir, il le saura. Le XXe siècle, c'est le nom du journal où travaille notre reporter. Quant à Madame Caterna, elle se lève, très pâle, et Monsieur Caterna, époux modèle, la suit sur le pont. Le dîner achevé, laissant Fulk et Frinel et Miss Bluette causer. Courtage et prix courant. Je viens me promener à l'arrière de l'Astara. La nuit est presque close. De rapides nuages, chassés de l'est, drapent à grands plis les hautes zones du ciel, où pointent quelques rares étoiles. La brise fraîchit, le feu blanc du paquebot cliquetait en se balançant au mât de misaine. Les deux feux de position obéissant au roulis envoient sur les lames de longues traînées de lumière verte ou rouge. Carrément raciste, oui. C'est une chose qu'on peut reprocher à Jules Verne. Ouais, c'était une autre époque, hein, on peut pas trop lui en vouloir. J'aperçois bientôt Fulk et Frinel. Miss Horatia Bluette ayant regagné sa cabine, il va chercher, dans le salon de l'arrière, un bout de divan pour s'y étendre. Je lui souhaite la bonne nuit, et il me quitte, après m'avoir gratifié d'un souhait identique. Pour moi, enveloppé de ma couverture, à côté en quelques coins du pont, je dormirai comme un matelot qui n'est pas de quart. Salut, Joe Herzig. Pour moi, enveloppé de ma couverture, à côté en quelques coins du pont, je dormirai comme un matelot qui n'est pas de quart. J'ai déjà lu ça. Il n'est que 8 heures. J'allume un cigare, et les jambes écartées pour assurer mon aplomb contre le roulis, je commence à me promener le long des pavois. Le pont est déjà abandonné des passagers de première classe, et je m'y trouve à peu près seul. Sur la passerelle va et vient le second du navire, surveillant la direction qui a été donnée à l'homme de barre, placé près de lui au gouvernail. Les aubes des roues battent la mer avec violence, éclatant en une sorte de tonnerre lorsque l'une ou l'autre tourne à vide. Une âcre fumée tourbillonne à la collerette de la cheminée, qui projette des gerbes d'étincelles. À 9 heures, la nuit est très obscure. J'essaie de relever au large quelques feux de bateau sans y réussir, car la Caspienne est peu fréquentée. On n'entend que des cris d'oiseaux de mer, goélands et macreuses, qui s'abandonnent aux caprices du vent. Bonne journée, merci Léo. Pendant ma promenade, une pensée m'obsède. Si le voyage allait s'accomplir sans que j'en puisse rien tirer pour mon journal, la direction m'en rendrait responsable et elle aurait raison. Quoi, pas une aventure de Tiflis à Pékin? Ce serait ma faute, évidemment. Aussi suis-je décidé à tout pour éviter un tel malheur. Il est 10h30 lorsque je viens m'asseoir sur un des bancs à l'arrière de l'Astara. Mais avec cette brise qui prend debout, il m'est impossible d'y demeurer. Je me relève donc et marche vers l'avant, en me retenant au plat bord. Sous la passerelle entre les tambours, je suis si vivement secoué par le vent qu'il me faut chercher un abri le long des colis recouverts par le prélard. Étendu le long des caisses, serré dans ma couverture, la tête appuyée contre la toile goudronnée, je ne tarde pas à m'assoupir. Après un certain temps, dont je n'ai point la notion exacte, je suis réveillé par un bruit singulier. D'où provient ce bruit? J'écoute plus attentivement. On dirait un ronflement qui se fait près de mon oreille. C'est quelques passagers de l'avant, pensai-je. Il se sera introduit sous le prélard entre les caisses. Il ne doit pas être mal dans cette cabine improvisée. J'allais voir ce que ça veut dire prélard. Un prélard, une grosse toile imperméabilisée servant à protéger le chargement d'un véhicule. Okay, donc c'est une sorte de toit en toile pour s'abriter sur le bateau. À la lueur qui filtre par la partie inférieure de la lampe d'habitacle, je ne vois rien. J'écoute de nouveau. Le bruit a cessé. Je regarde. Personne sur cette partie du pont, car les passagers de seconde classe sont étendus à l'avant. Allons, j'aurais rêvé sans doute, et je reprends ma position de dormeur. Cette fois, pas d'erreur possible.
Le ronflement a recommencé, et je m'assure qu'il vient de cette caisse, contre laquelle ma tête est appuyée. Pardieu, me dis-je, il y a un animal là-dedans? Un animal? Lequel? Un chien? Un chat? Non. Pourquoi aurait-on caché un quadrupède domestique dans cette caisse? Un fauve alors? Une panthère? Un tigre? Un lion? Me voilà lancé sur cette piste, des fauves que l'on expédie à une ménagerie ou à quelques sultans de l'Asie centrale. Cette caisse est une cage, et si la cage s'ouvrait? Si le fauve se précipitait sur le pont? Quel incident de voyage! Quelle matière achronique! Et voyez jusqu'où peut aller la surexcitation cérébrale d'un reporter en quête de reportage. Il faut à tout prix que je sache à qui on envoie ce fauve, s'il est à destination d'Uzunada ou s'il va jusqu'en Chine. L'adresse doit être sur la caisse. Je prends une allumette bougie, je la frotte, et comme je suis placé sous le vent, la flamme se tient droite. À sa clarté, que vois-je? La caisse renfermant le fauve est précisément celle qui porte l'adresse Mademoiselle Zinka Clork, avenue Chakwa, Pékin, Chine. Des ronflements qui proviennent d'une caisse. Fragile, mon fauve? Craint l'humidité, mon lion? Soit, mais à quel propos Mademoiselle Zinka Clork, cette jolie, car elle doit être jolie, cette roumaine, car elle est certainement roumaine, se fait-elle expédier un fauve en boîte sous cette qualification? Raisonnons au lieu de déraisonner. Cet animal, quel qu'il soit, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Or, à partir d'Uzunada, on compte 11 jours pour la traversée de l'Asie jusqu'à la capitale du Céleste Empire. Eh bien, qui lui donnera à boire à cette bête? Et qui lui donnera à manger? Si elle ne doit pas sortir de sa cage, si elle y reste enfermée pendant tout le trajet. Les agents du Grand Transasiatique n'auront pour ledit fauve que les attentions délicates exigées pour le transport d'une glace, puisqu'il est déclaré tel, et il mourra d'inanition. Toutes ces choses tourbillonnent dans mon esprit. Mes idées se brouillent. Est-ce un rêve charmant qui m'éblouit? Ou si je veille? Comme dit la Marguerite de Faust dans une phrase de construction plus lyrique que grammaticale, résister m'est impossible. J'ai un poids de 2 kilos sur chaque paupière. Je me laisse aller le long du prélat. Ma couverture m'enveloppe plus étroitement et je tombe dans un sommeil profond. Combien de temps ai-je dormi? Peut-être 3 à 4 heures. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faisait pas encore jour lorsque je me suis réveillé. Après m'être frotté les yeux, je me redresse, je me lève et je viens m'appuyer sur le bastingage. L'Astara est un peu moins secouée par la houle depuis que le vent a passé au nord-ouest. La nuit est froide, je me réchauffe en arpentant le pont à grands pas pendant une demi-heure. Je ne pensais même plus à mon fauve. Brusquement, ce souvenir me revient. Ne sera-t-il pas convenable d'attirer l'attention du chef de gare d'Uzunada sur cet inquiétant colis? En somme, cela n'est pas mon affaire. Nous verrons avant le départ. Je consulte ma montre. Il n'est que 3 heures du matin. Allons reprendre ma place. C'est ce que je fais, la tête contre la paroi de la caisse, je ferme les yeux. Soudain, nouveau bruit. Cette fois, il n'y a pas à se tromper. Un éternuement à demi étouffé a fait trembler les parois de la caisse. Jamais animal n'a éternué ainsi. Est-il possible? Un être humain est caché dans cette boîte? Il se fait transporter par le grand transasiatique, en fraude à la jolie roumaine? Mais est-ce un homme ou une femme? Il m'a semblé que l'éternuement avait une résonance masculine. Impossible de dormir maintenant. Combien le jour est long à paraître et qu'il me tarde de pouvoir examiner ce colis. Je voulais des incidents, eh bien, en voilà un. Et si je n'en tire pas 500 lignes de chronique, quelques blancheurs commencent à nuancer l'horizon vers l'est. Les nuages du zénith en reçoivent une première coloration. Le soleil paraît enfin tout mouillé de l'embrun des lames. Je regarde. C'est bien la caisse à destination de Pékin. J'observe que certains trous sont percés çà et là par lesquels l'air doit se renouveler à l'intérieur. Peut-être à travers ces trous. 2 yeux guettent-ils ce qui se passe au dehors. Ne soyons pas indiscrets. Au déjeuner sont réunis les convives de la veille que le mal de mer a laissé indemnes. Le jeune chinois, le major Noltitz, Fulk Efrinel, Miss Horatia Bluet, M. Caterna seul, le baron Westnisterdorfer, 7 ou 8 autres passagers. Je me garderais bien de confier à l'Américain le secret de la caisse. Il n'aurait qu'à commettre une indiscrétion et adieu ma chronique.
Vers midi, la Terre est signalée dans la direction de l'Est. Une terre plate et jaunâtre, sans bordure rocheuse, toute en dunes, qui se dessine aux environs de Krasnovodsk. À 1 heure, nous sommes en vue d'Uzunada. À 1h27, j'ai mis le pied sur terre asiatique. Fin du chapitre. Donc, ils sont arrivés en bateau en Asie. Je crois que c'est en Azerbaïdjan. Donc, résumé du chapitre. Eh bien, ils ont fait la traversée en bateau. On a fait la connaissance de quelques passagers. On a un marchand de dents, une marchande de cheveux. Et on a découvert une caisse de laquelle s'échappent des bruits de ronflement et un éternuement. Qu'y a-t-il dedans? Non, ils arrivent au Turkménistan. Regarde la carte. Ils sont soit au Turkménistan, soit au Kazakhstan. Mais comme c'était pas les mêmes pays à l'époque de Jules Verne, je ne sais pas exactement. Chapitre 5. Chapitre 5, allez, je pense que ce sera le dernier chapitre. Ça prend 20 minutes de lecture par chapitre. Donc c'est peut-être le deuxième et le dernier pour ce midi. Autrefois, les voyageurs débarquaient à Mikhaïlov, petit port qui formait la tête de ligne du Transcaspien. Mais les navires d'un tonnage moyen y trouvaient à peine assez d'eau pour atterrir. C'est alors que le général Annenkov, le créateur du nouveau chemin de fer, l'ingénieur éminent dont le nom reviendra plus d'une fois sous ma plume, fut conduit à fonder Uzun-Ada, ce qui abrège notablement la durée de la traversée de la Caspienne. L'inauguration de cette station, construite en 3 mois, eut lieu le 8 mai 1886. Par bonheur, j'avais lu les comptes rendus de M. l'ingénieur Boulangier relatifs à l'œuvre prodigieuse du général Annenkov. Aussi, ne serais-je pas trop dépaysé pendant le parcours du railway entre Uzun-Ada et Samarcande. D'ailleurs, je compte sur le major Noltids qui est au courant de ces travaux. J'ai le pressentiment que nous deviendrons bons amis. Et en dépit du proverbe qui dit « Quand bien même ton ami serait du miel, ne le lèche pas », je me promets de lécher mon compagnon de voyage pour le profit de mes lecteurs. On parle souvent de la rapidité extraordinaire avec laquelle les Américains ont jeté leur voie ferrée à travers les plaines du Far West. Mais qu'on le sache, les Russes ne leur cèdent en rien de ce chef, si même ils ne les ont dépassés en célérité comme en hardiesse industrielle. Personne n'ignore ce que fut cette aventureuse campagne du général Skobelev contre les peuplades turcomènes, campagne dont la création du chemin de fer transcaspien assura le succès définitif. Depuis lors, l'état politique de l'Asie centrale a été profondément modifié. Le Turkestan n'est plus qu'une province de la Russie asiatique dont les frontières confinent à celles du Céleste Empire. Déjà même le Turkestan chinois subit très visiblement l'influence moscovite, que les vertigineuses hauteurs du plateau de Pamir n'ont pu arrêter dans sa marche civilisatrice. Je vais donc me lancer à travers ces pays que Tamerlan et Gengis Khan ravagèrent autrefois, ces contrées fabuleuses dont les Russes, dès 1886, possédaient 615 000 km² et 1300 000 habitants. La partie méridionale de cette région forme aujourd'hui la Transcaspienne, qui est divisée en 6 districts: Fort Alexandrovski, Krasnovodsk, Askabad, Karibent, Merv, Pende, commandés par des colonels ou des lieutenants-colonels moscovites. On l'imagine aisément, il faut à peine 1 heure pour visiter Uzun-Ada, dont le nom signifie « longue île ». C'est presque une ville, mais une ville moderne, tracée à l'équerre, tirée au cordeau, sur un large tapis de sable jaune. Aucun monument, aucun souvenir. Des appontements en planches, des maisons en bois, auxquelles le confort commence à ajouter quelques habitations en pierre. On peut prévoir ce que sera dans 50 ans cette première station du Transcaspien. Une grande cité,
après avoir été une grande gare. Ne croyez pas que les hôtels y fassent défaut. Entre autres, l'hôtel du Czar a bonne table, bonne chambre et bon lit. Mais la question du lit n'est pas pour me préoccuper, puisque le train part le jour même à 4 heures de l'après-midi. Tout d'abord, je me suis hâté de télégraphier au XXe siècle, par le câble de la Caspienne, que me voici à mon poste station d'Uzunada. Cela fait occupons-nous de ma comptabilité de reporter. Rien de plus simple. Elle consiste à ouvrir un compte d'information à ceux de mes compagnons avec lesquels je dois être en relation pendant le voyage. C'est mon habitude. Je m'en suis toujours bien trouvé. Et en attendant les inconnus, j'inscris les connus sur mon carnet avec un numéro d'ordre. Donc là, il cite tous les passagers dont il a fait connaissance. Numéro 1, Fulk et Fresnel, américain. Numéro 2, Miss Horatia Blouet, anglaise. Numéro 3, Major Noltids, russe. Numéro 4, Monsieur Caterna, français. Numéro 5, Madame Caterna, française. Numéro 6, Baron Westnitzerdorfer, allemand. En ce qui concerne les deux Chinois, ils n'auront un numéro que plus tard, lorsque je serai fixé sur leur qualité. Quant à l'individu enfermé dans la caisse, j'ai l'intention formelle d'entrer en communication avec lui, et me blâme qui voudra de lui rendre service, si je le puis, sans trahir son secret. Merci Jean-Noël. Le train est déjà formé en gare. Il se compose de wagons de première et de seconde classe, d'un wagon-restaurant et de 2 fourgons de bagages. Ces wagons sont peints en couleur claire. Excellente précaution contre la chaleur et contre le froid. Or, dans les provinces de l'Asie centrale, la température oscille entre 50 degrés centigrades au-dessus de zéro et 20 au-dessous, soit un écart de 70 degrés, et il n'est que prudent d'en atténuer les effets. Ces wagons, d'un usage très commode, sont réunis l'un à l'autre par des passerelles, suivant le système américain. Au lieu d'être chambré dans un compartiment, le voyageur peut circuler sur toute la longueur du train. Un couloir est ménagé entre les sièges capitonnés et il aboutit aux plateformes de l'avant et de l'arrière de chaque wagon sur lesquelles sont jetées les passerelles. Cette facilité de communication dont profitent les agents de la compagnie assure la sécurité du train. Salut Amal. Le nôtre comprend une locomotive avec bogie porté sur 4 petits trous, ce qui lui permet de suivre des courbes plus resserrées. Un tender avec réservoir d'eau et de combustible, un fourgon de tête, 3 wagons de première à 24 places chacun, un wagon-restaurant avec office et cuisine, 4 wagons de seconde et un fourgon de queue. En tout, 12 voitures en comptant la locomotive et son tender. Les wagons de première classe sont pourvus de cabinets de toilette, ménagés à l'arrière, et leurs sièges, par mécanisme très simple, peuvent se transformer en lits de repos, ce qui est indispensable pour de longs trajets. Les voyageurs de seconde classe, j'en conviens, ne sont pas si humainement traités, et en outre, doivent emporter leur nourriture, à moins qu'ils ne préfèrent se ravitailler aux stations. Il en est peu, d'ailleurs, qui fassent le trajet complet entre la Caspienne et les provinces orientales de la Chine, c'est-à-dire 6000 km environ. La plupart sont à destination des principales villes et bourgades du Turkestan russe, et que le Railway transcaspien dessert depuis quelques années jusqu'à la frontière du Céleste Empire, sur un parcours de 2200 km. Donc voilà notre reporter dans le train qui va l'emmener jusqu'en Chine. Oui, je suis professeur de français. Sur TikTok. L'ouverture de cette ligne du Grand Transasiatique ne remonte qu'à 6 semaines, et la compagnie n'a encore mis en circulation que 2 trains hebdomadaires. Tout a bien marché jusqu'à ce jour. J'ajouterai, il est vrai, ce détail significatif, c'est que les employés sont pourvus d'un certain nombre de revolvers dont ils peuvent au besoin armer les voyageurs. Sage précaution, surtout en ce qui concerne la traversée des déserts de la Chine, où si certaines agressions venaient à se produire, il faut être en état de les repousser. J'imagine d'ailleurs que la compagnie a dû prendre toutes les mesures en son pouvoir pour garantir la régularité des trains. Mais ce sont des célestes qui administrent la section chinoise, et qui sait ce qu'il y a dans le passé de ces administrateurs. N'est-il pas à craindre qu'ils se soient plus préoccupés d'assurer leurs dividendes que la sécurité des voyageurs?
En attendant le départ, je vais et viens sur le quai, examinant le train, regardant à travers les fenêtres des wagons qui n'ont point de portière latérale puisque les plateformes y donnent accès. Tout cela est neuf. Le cuivre et l'acier de la locomotive reluisent. Les voitures sont éclatantes. Leurs ressorts ne fléchissent pas sous la fatigue. Leurs roues reposent d'aplomb sur les rails. Voilà donc le matériel roulant qui va traverser un continent tout entier. Aucune voie ferrée n'égale ce railway, même en Amérique. La ligne du Canada a 5000 km. La ligne Centrale et Union, 5260. La ligne de Santa Fe, 4875. La ligne Atlantique-Pacifique, 5600. La ligne du Nord-Pacifique, 6250. Un seul chemin de fer possédera un plus long développement une fois achevé, ce sera le Grand Transsibérien, qui de l'Oural à Vladivostok comptera 6500 km. Entre Tiflis et Pékin, notre voyage ne doit durer que 13 jours et 11 seulement depuis Uzun-Ada. Le train ne s'arrêtera aux stations secondaires de la ligne que le temps de refaire son eau et son combustible. Toutefois, dans les principales villes, Merv, Bukhara, Samarcande, Tashkent, Kashgar, Kokand, Sucheou, Lancheou, Taïwan, il séjournera plusieurs heures, ce qui me permettra de voir ces cités à vol de reporter. Il va de soi que le même mécanicien et les mêmes chauffeurs ne pourraient faire un service de 11 jours. On les remplace donc, comme il convient, de 6 heures en 6 heures. Seulement, aux Russes qui vont fonctionner jusqu'à la frontière Turkestan succéderont les Chinois sur les locomotives du Céleste Empire. Salut Alexis de Niort. Peux-je rejoindre votre live? Bah, tu y es sur mon live. Cependant, il est un agent de la compagnie qui ne doit pas quitter son poste. C'est Popov. Popov, notre chef de train. Un vrai russe, l'air militaire, avec sa houppelande plissée et sa casquette moscovite, très chevelu et très barbu. Je me propose de converser à discrétion avec ce brave homme, pour peu qu'il soit loquace. S'il ne dédaigne pas un verre de vodka offert à propos, il saura m'en dire long sur le pays. Depuis 10 ans, il est employé au service du Transcaspien entre Uzun-Ada et le Pamir. Et depuis un mois, il fait toute la ligne jusqu'à Pékin. Je lui attribue le numéro 7 sur mon carnet, et puisse-t-il ne pas me laisser chômer de renseignements. En somme, je ne demande pas des accidents de voyage, non, rien que de petits incidents dignes du XXe siècle. Grâce à toi, je fais moins de fautes maintenant en français. Eh ben c'est super, Jean-Noël. Parmi les voyageurs qui se promènent sur le quai, plusieurs juifs sont reconnaissables à leur type plutôt qu'à leur accoutrement. Autrefois en Asie centrale, ils n'avaient droit de porter que le topé, sorte de bonnet rond et une simple corde pour ceinture, sans aucune garniture de soie, sous peine de mort. Et même, dit-on, ils ne pouvaient entrer qu'à âne dans certaines villes, et qu'à pied dans certaines autres. Maintenant, ils coiffent le turban oriental et roulent carrosse, si leur bourse le permet. Qui prétendrait les en empêcher, puisqu'ils sont sujets du tsar blanc, citoyens moscovites, jouissant de droits civils et politiques égaux à ceux de leurs compatriotes turkomènes. Ça et là circulent aussi des Tadjiks d'origine persane, les plus beaux hommes que l'on puisse imaginer. Ils ont pris leur billet, qui pour Merv ou Bukhara, qui pour Samarcande, Tashkent ou Kokand, et ne dépasseront pas le plateau russo-chinois. Ce sont pour la plupart des voyageurs de seconde classe. Parmi les voyageurs de première, je noterai plusieurs Ouzbeks, types assez communs, au front fuyant, aux pommettes saillantes, au teint bi, qui ont été les seigneurs du pays et dont les familles fournissaient les émirs et les khans de l'Asie centrale. Adjectif, adverbe, erratum, en plus tu me fais imaginer. Merci, bonne journée à toi. Merci Jean-Noël, merci. Bonne journée à toi. Mais ne se trouve-t-il donc point d'Européens dans ce train du grand transasiatique? Avouons-le, j'en compte 5 ou 6 à peine. Quelques commerçants de la Russie méridionale et un seul de ces inévitables gentlemen du Royaume-Uni, hôtes habituels des railways et des paquebots du reste. Du reste, il fallait encore se procurer une autorisation pour prendre le Transcaspien, autorisation que l'administration russe n'accordait pas volontiers aux Anglais.
Il paraît que celui-ci a pu l'obtenir. Ce personnage, d'ailleurs, me semble digne d'attention. Il est grand, maigre, accusant bien la cinquantaine d'années, qu'indique sa chevelure poivre-sel. Ses favoris grisonnants. La caractéristique de sa physionomie, c'est la morgue, ou plutôt ce dédain composé à dose égale de l'amour de tout ce qui est anglais et du mépris de tout ce qui ne l'est pas. Salut, I'm the one. Ce type est parfois si insupportable, même à ses compatriotes, que Dickens, Thackeray et autres l'ont souvent flagellé. Tandis que celui-ci se rengorge et se déguste, quel regard il jette sur la gare d'Uzumada. Le train en partance, les employés, le wagon dans lequel il a marqué sa place, avec son sac de voyage. Est-ce que ce gentleman vient représenter ici les jalousies traditionnelles de l'Angleterre à l'égard des grandes œuvres que le génie moscovite a menées à bonne fin? Je le saurai, et en attendant, donnons-lui le numéro 8 sur mon carnet. Au revoir, safran bleu. Il y a une institutrice qui dit aux élèves, on dit les... Ah non, on ne sait pas la liaison. C'est un H aspiré. Les haricots. Peut-être dans un futur, dans un autre siècle, à force de le dire, ça sera toléré de dire les haricots. Mais pour l'instant, on dit les haricots. En somme, peu ou point d'individualisation importante. C'est dommage. Si seulement l'empereur de Russie, d'un côté, et le fils du ciel, de l'autre, étaient montés dans le train pour se rencontrer officiellement à la frontière des deux empires, quelle fête, quel éclat, quelle description, quelle matière à lettres et télégrammes. Je songe à revenir alors vers la caisse mystérieuse. N'a-t-elle pas droit à cette qualification? Oui, à coup sûr, il s'agit d'en relever exactement la place et de reconnaître comment je trouverai accès jusqu'à elle. Donc là, notre reporter veut retrouver la caisse qu'il avait repérée dans le bateau, la caisse d'où sortaient les ronflements, et qui doit être maintenant dans le train. Le fourgon de tête est déjà chargé des colis de Fulk et Fresnel. Il ne s'ouvre pas par le côté, mais par l'avant et l'arrière, comme les wagons. Il est également pourvu d'une plateforme et d'une passerelle. Un couloir intérieur permet au chef de train de le traverser pour atteindre le tender et la locomotive, si cela est nécessaire. La logette de Popov est ménagée sur la plateforme du premier wagon, au coin de gauche. La nuit venue, il me sera facile de rendre visite au fourgon, car il n'est fermé que par les portes établies aux extrémités du couloir ménagé entre les colis. D'ailleurs, ce fourgon est réservé aux bagages enregistrés pour la Chine. Les bagages de la portion Turkestan du railway occupant le fourgon de queue du train. Lorsque j'arrivai, la fameuse caisse était encore sur le quai. En la regardant de près, j'observe que des trous d'aération sont percés à chaque face et que la paroi est divisée en deux panneaux dont l'un peut glisser sur l'autre par une coulisse en dedans. Aussi suis-je amené à penser que le prisonnier a voulu se garder la possibilité de quitter sa prison, au moins pendant la nuit. En ce moment, les facteurs enlèvent la caisse et j'ai la satisfaction de voir qu'ils observent les recommandations inscrites sur les côtés. Elle est déposée, non sans grande précaution, à l'entrée du fourgon sur la gauche, bien à côté, bien assujettie, le haut étant en haut, le bas étant en bas. La paroi antérieure, où se trouve le panneau mobile, demeurant libre comme l'eût été la porte d'une armoire. Et au fait, cette caisse, n'est-ce pas une armoire que je me propose d'ouvrir? Reste à savoir si l'agent préposé aux bagages se tient dans ce fourgon. Non, et je constate que son poste est au fourgon de queue. La voilà en place, cette fragile, dit un des facteurs, lorsqu'il se fut assuré que la caisse était arrimée comme il convenait. Pas moyen qu'elle bouge, répond l'autre facteur. Les glaces arriveront en bon état à Pékin, à moins que le train ne déraille en route. Pour que vous compreniez bien, la caisse est marquée dessus fragile, fragile, haut, bas, contient de la glace, enfin, le miroir.
Mais nous, on sait, grâce à notre reporter, que ce n'est pas des glaces dedans, il y a un homme dedans qui se cache. Ou qu'il n'attrape quelques tamponnements, répond le premier facteur. Et cela s'est vu. Ils ont raison, ces braves gens. Cela s'est vu et se verra encore. L'Américain vient me rejoindre et adresse un dernier regard à son stock d'incisives, de molaires et de canines, après avoir lancé son immanquable Wet a Bit. Vous savez, monsieur Bombarnac, me dit-il, que les voyageurs doivent dîner à l'hôtel du Czar avant le départ du train. Il est l'heure, m'accompagnez-vous? Je vous suis. Et nous gagnons la salle à manger. Tous mes numéros sont là. Le numéro 1, Fulk et Frinel, prend bien entendu place près du numéro 2, Miss Horatia Bluette. Les époux français, 4 et 5, sont l'un à côté de l'autre. Le numéro 3, Major Noltitz, s'installe en face des numéros 9 et 10, c'est-à-dire les deux Chinois, auxquels je viens d'accorder ces chiffres sur mon carnet. Quant au gros 6 allemand, il plonge déjà son nez en trompe dans son assiette à soupe. Je vois aussi que le chef du train, Popov, numéro 7, a sa place réservée au bas de la table. Les autres convives, européens ou asiatiques, sont installés passivement, avec l'évidente intention de faire honneur à ce repas. Voilà, donc il a attribué à chaque passager un numéro. Ah, j'oubliais mon numéro 8, le gentleman dédaigneux, dont j'ignore jusqu'ici le nom, et qui semble résolu à trouver la cuisine russe inférieure à la cuisine anglaise. Je remarque aussi avec quelle attention M. Caterna prend soin de sa femme, l'engageant à regagner le temps que le mal de mer lui a fait perdre à bord de l'Astara. Il lui sert à boire, il lui choisit les meilleurs morceaux, etc. Quelle chance, lui entends-je dire, que nous ne soyons pas sous le vent du teuton, car il ne serait rien resté. En effet, il est au vent, c'est-à-dire que les plats lui sont présentés avant de l'être au baron Westnitzerdorfer, lequel ne se gêne point pour les dévaliser sans vergogne. Cette réflexion, énoncée sous une forme maritime, me fait sourire. Et M. Caterna, qui s'en aperçoit, cligne de l'œil avec un léger mouvement d'épaule en désignant le baron. Impossible d'en douter, ces Français ne sont pas de haute distinction, des sélects du high life, mais pour de braves gens, j'en réponds. Et quand il s'agit de frayer avec des compatriotes, il ne faut pas se montrer trop difficile en pays turkestan. Le dîner a pris fin 10 minutes avant l'heure fixée pour le départ. La cloche sonne et chacun se dirige vers le train dont la locomotive souffle à plein poumon. Merci pour ton abonnement chouche 02. Mentalement, j'élève une dernière prière vers le dieu des reporters en le priant de ne pas m'épargner les aventures. Puis après avoir constaté que tous mes numéros occupent les wagons de première classe, qui me permettra de ne pas les perdre de vue, j'y prends place à mon tour. Le baron Westnitzerdorfer, quel interminable nom, n'est pas resté en arrière cette fois. Au contraire, c'est le train qui est de 5 minutes en retard sur l'heure réglementaire. Et alors l'Allemand de se plaindre, de maugréer, d'exhaler ses objurgations, avec menace d'attaquer la compagnie en dommages-intérêts. 10 000 roubles, rien que cela, si elle lui fait manquer. Manquer quoi, puisqu'il va jusqu'à Pékin. Enfin, les derniers coups de sifflet déchirent l'air. Les wagons s'ébranlent et un formidable hurrah salue à son départ le train du Grand Transasiatique. Fin du chapitre. Fin du chapitre et je vais arrêter le live maintenant. Donc, résumé du chapitre. Salut Farid, salut Ndiar Galumba. Je te suis de l'Algérie, merci. Je suis ravi, merci Farid. Résumé du chapitre qu'on vient de lire. Eh bien, ils sont arrivés par bateau en Turkestan, par la mer Caspienne. On a fait connaissance avec quelques personnages. On leur a donné un numéro à chacun. Il y a 2 Français, il y a 2 Anglais, il y a un Américain, il y a 2 Chinois, un Allemand, un Russe. Et voilà, qui sont prêts à prendre le train pour se rendre en Chine. Et voilà. Et on a toujours la boîte mystérieuse dans laquelle se cache quelqu'un, on ne sait pas qui. On le saura peut-être au prochain live, qui aura lieu peut-être demain soir. Voilà, il n'y a pas de quoi. Merci. Merci d'avoir été là, merci pour votre écoute.
Je vous dis peut-être rendez-vous demain soir. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao, encore merci.